Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Vous nous suivez tous les jours à la télévision à 20h30 via vos box. Vous nous retrouvez tous les jours également en podcast et en replay sur bismart.fr. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont prêts à tout oublier. C'est la question qu'on va se poser. En tout cas, on a vu des grands indices actions et l'indice américain S&P 500 effacer toute la baisse enregistrée ces dernières semaines. Et depuis le début de l'année, le S&P 500 est revenu flat à l'équilibre par rapport au niveau du 31 décembre ou de la dernière séance de l'année 2024. Qu'y a-t-il derrière ce rebond? Est-ce que c'est un rebond de circonstance? Après avoir beaucoup baissé, il faut bien remonter, ou est-ce que c'est un rebond qui peut amener de nouvelles perspectives? Est-ce que les investisseurs sont prêts à repartir d'une page blanche après le choc du mois d'avril et le choc de Liberation Day? On sent quand même que la tonalité de l'administration américaine sur le front commercial a changé avec de premiers deals, ou en tout cas de premières négociations formelles qui s'accumulent depuis quelques jours maintenant. Un deal entre le Royaume-Uni et les États-Unis et un cadre de négociation désormais fixé entre les États-Unis et la Chine qui ont permis de détendre considérablement l'atmosphère. Question que nous poserons à nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Au-delà de ça, la séance n'apporte pas beaucoup d'éléments nouveaux puisque ce sont plutôt les résultats d'entreprise qui font bouger les valeurs aujourd'hui. On le voit d'ailleurs sur le marché français avec un titre Bouygues en tête du CAC 40 qui s'en sort bien après sa publication trimestrielle. À l'inverse, hors CAC, on notera et on retiendra les plongeons de plus de 10% des titres Alstom ou encore Beneteau. Pauline Gratel vous apporte toutes les explications et les détails de cette séance dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous ferons un focus sur le segment des matières premières. Alors que Donald Trump est en visite dans le Golfe en ce moment, nous évoquerons notamment la question du pétrole. Début du mois d'avril, l'OPEP a changé de stratégie avec 8 pays membres qui ont décidé de remettre sur le marché beaucoup plus de barils par jour que ce qui était prévu initialement. Qu'y a-t-il derrière ce changement de stratégie? Quels sont les objectifs poursuivis par ces pays de l'organisation pétrolière? Nous en parlerons avec Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest AM, qui sera avec nous en visioconférence dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Mais d'abord, tendance mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Si on regarde les indices actions, la séance est plutôt calme aujourd'hui. Oui, la tendance est positive aux États-Unis encore aujourd'hui avec un S&P 500 qui ouvre en hausse de l'ordre de 0,2%. Le Nasdaq qui a encore clôturé en hausse de plus de 1,5% hier progresse également légèrement dans les premiers échanges. En Europe, le Stoxx 600 évolue en léger repli. L'Eurostoxx 50 cède 0,5% au cours de la séance. En France, le CAC 40 est dans le rouge et cède 0,5% après 4 séances de hausse lestées par les valeurs du luxe. Kering, LVMH et L'Oréal sont bons derniers au sein de l'indice. Oui, ces valeurs du luxe qui sont sous pression après un discours assez peu optimiste tenu par François-Henri Pinault. En effet, le patron de Kering a averti que la demande aux États-Unis avait nettement ralenti sur les produits de luxe. Il s'est exprimé devant les parlementaires dans le cadre de la commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises. Le titre Kering cède plus de 2% au cours de la séance. Intéressant de noter malgré tout que dans le secteur du luxe, un titre se distingue aujourd'hui après avoir publié pourtant des résultats passablement mauvais sur l'exercice passé. C'est le titre Burberry. Oui, le titre bondit de 15%. Le groupe fait état d'un recul moins important que prévu de ses ventes au premier trimestre, de 6% en données comparables. Le bénéfice d'exploitation est 2 fois meilleur que prévu par les analystes sur la période. De quoi rassurer les investisseurs. Le groupe en plein redressement en profite également pour annoncer la suppression de 1700 postes dans le monde. Au sein du CAC 40, cette fois, le titre Bouygues est salué en vedette après la publication du groupe. Oui, la publication est appréciée par les investisseurs. Le titre évolue aujourd'hui en tête du CAC 40 en hausse de 3,5% au cours de la séance. Les perspectives sont confirmées et les attentes sont dépassées avec un résultat opérationnel 2 fois supérieur aux attentes. Le chiffre d'affaires total, lui, progresse de
de 2,2% au premier trimestre. À l'inverse, hors CAC 40, on retiendra le plongeon d'Alstom. Alstom dégringole de plus de 16% après des perspectives jugées décevantes sur le chiffre d'affaires, le cash flow et la marge opérationnelle. Pourtant, l'entreprise fait état d'un premier trimestre relativement solide, avec un chiffre d'affaires qui progresse de 18% sur un an. C'est même légèrement supérieur aux attentes. Les commandes aussi sont supérieures aux attentes et en hausse de 5% sur un an. Bon, et puis dans le secteur du loisir, Beneteau plonge également après sa publication. Oui, même si le premier trimestre n'est pas la meilleure saison pour vendre des bateaux, Beneteau est sanctionné après sa publication puisque le titre chute de 15% au pire de la séance. Beneteau fait état d'un repli de ses ventes de plus de 40% sur un an. L'entreprise s'attend désormais à un premier semestre dans le rouge, mais espère toutefois un rebond sur la deuxième partie de l'année. Un mot également du marché obligataire, Pauline, avec toujours ces mêmes tensions sur l'obligataire américain. Oui, le rendement américain à 10 ans remonte jusqu'à 4,50%, un seuil particulièrement scruté par les investisseurs. En Europe, le rendement allemand de même échéance s'établit entre 2,65 et 2,70%. Le dollar recule légèrement aujourd'hui face à un panier de grandes devises, ramenant l'euro-dollar au-delà de 1,12. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs ? Les investisseurs prendront connaissance demain de la première estimation du PIB pour le Royaume-Uni et de la seconde estimation du PIB pour l'ensemble de la zone euro pour le premier trimestre. Aux États-Unis, on prendra connaissance des ventes au détail et des prix à la production d'avril. Et côté résultats, Walmart, Alibaba et Engie sont attendus. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est avec nous, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Florian Yelpo à nos côtés également, le responsable de la macro chez Lombard Odier IM. Bonsoir Florian. Bonsoir. Et Jean-Jacques Friedman qui est également avec nous ce soir en plateau, directeur de gestion délégué de Vega IS. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Anatomie de ce rebond, il aura fallu 4-5 semaines je crois au S&P 500 pour retrouver les niveaux qui prévalaient avant le choc de la séquence Liberation Day, avant le 2 avril. Et désormais, le S&P 500 est même revenu hier en clôture, en tout cas, venu équilibrer son niveau par rapport à ce qu'on pouvait avoir en tout début d'année, donc avant même l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche. Qualification de ce rebond, je le disais Jean-Jacques, c'est un rebond de circonstance, le marché a beaucoup baissé, ça rebondit de manière un peu mécanique, ou est-ce qu'il y a l'idée qu'on peut passer à autre chose, que le pic des tensions commerciales est derrière nous et qu'on peut repartir, si je puis dire, d'une page blanche pour écrire une nouvelle histoire? Non, je ne crois pas qu'on puisse repartir d'une plage blanche. Ce qui est étonnant, ce qui m'a vraiment étonné et ce qu'on étudie vraiment, ce sont vraiment les flux dans cette période, et je les ai trouvés assez fascinants, et même dans les commentaires finalement, c'est-à-dire qu'on avait vraiment l'ensemble des stratégistes négatifs. Et alors que d'habitude, historiquement, on pouvait dire que les privés suivaient finalement le conseil des stratégistes et que d'abord il y a les professionnels. Les privés, c'est les clients privés particuliers, c'est voilà, ça, les individuels, quoi. Voilà. Ouais. Je trouve que vraiment, alors si on regarde les flux américains, ils ont été extrêmement présents, des flux records d'investissement des particuliers, 40 milliards. Au-delà même de ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'il y avait quand même 40 milliards, c'est sur quoi? Sur le mois d'avril? Sur le mois d'avril, de souscription des clients privés. Donc c'était manifeste. Et nous, on l'a bien vu, c'est-à-dire que les gérants personnels qui gèrent vraiment des patrimoines privés et qui sont en relation avec les clients privés, je pense que massivement, tout le monde a vu ce niveau-là par rapport à vraiment l'état de panique, l'état de participation, enfin plein d'indicateurs techniques qui montraient finalement une forme de panique où c'était vraiment des niveaux d'intervention. Donc il y a eu un rebond, alors peut-être au-delà de nos attentes, mais ce que disaient les stratégistes à ce moment-là reste valide. C'est ça qui est important. Ce qu'a dit un économiste reste valide. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien des couches successives finalement d'investisseurs arriver. Donc là, en ayant franchi de nouveau 20% sur le Nasdaq, avec une volatilité qui baisse, on risque d'avoir encore éventuellement un dernier mouvement. Haussier, mais je pense que bien sûr, il y aura des impacts qui seront visibles sur les résultats des entreprises à partir du T2 et plus massivement au T3. C'est nouveau dans la structure de marché, dans le fonctionnement des marchés, d'avoir cette catégorie d'investisseurs, les individuels, notamment aux États-Unis, qui sont un peu
pionnier dans les mouvements de marché? Je crois que c'est de plus en plus. Il y a eu l'exemple finalement de spéculation à certains moments, si vous vous souvenez, contre des positions de hedge. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Peut-être que c'est ça qui a été mais on a fait sauter des short-sellers à Wall Street grâce à des hordes de particuliers ces dernières années, bien sûr. Ça rejoint peut-être des problématiques plus vastes, c'est-à-dire qu'il y a un accès aujourd'hui à l'information, à la connaissance beaucoup plus répandu, beaucoup plus vaste. Et finalement, beaucoup de personnes restent finalement dans des modèles. On voit qu'il y a des modèles d'intervention à certains moments par rapport à leur contrôle des risques, par rapport à leur niveau de volatilité souhaitable, par rapport aux couvertures qu'ils ont exercées quand ils proposent en face, quand ils sont contrepartie de produits structurés ou d'ETF à effet de levier, etc. Donc finalement, c'est souvent l'étude de ces différentes catégories d'investisseurs qui, à un moment donné, on peut voir que, contrairement souvent un peu au discours qui dit que des gens retournent un peu leur mouvement et leur appréciation, c'est plutôt différentes classes d'intervenants qui semblent intervenir, qui se succèdent, voilà, également. Ouais. Donc là, il manque encore, finalement, les fonds, les OPC. Ouais. Oui, mais c'est intéressant. Dans la séquence, ce sont les particuliers qui prennent une forme de leadership. Ouais. Et de ce point de vue-là, ça veut dire que moi, j'ai connu l'époque où, quand les particuliers arrivaient en masse, c'était un signal contrariant pour les professionnels de l'investissement. Aujourd'hui, c'est plus aussi évident. Alors, c'est moins évident, mais il y a quand même un élément, c'est que je pense que... Alors, il y a un biais en comportemental, ça n'a pas un très joli mot, c'est une traduction, ça s'appelle le biais de récence. C'est-à-dire que c'est plutôt ce qui s'est passé au cours des dernières années qui façonne la psychologie un peu de l'investisseur. Donc, comme à chaque fois, quand il y a le décrochage, ça fonctionne et que ça marche, et nous-mêmes, on promeut finalement ces événements-là. Le buy the dip, acheter les creux de marché. Mécaniquement, il y a un peu ces éléments-là. Mais... vous savez, vous connaissez, c'est je crois Nassim Taleb qui avait écrit ça dans le Signe Noir, où il y a la dinde un peu de Noël qui voit à partir du 1er décembre le fermier la voir et la nourrir. Lui, il est très content, chaque fois il y a, et le 24 décembre, hop, il reçoit un coup de couteau et la donne est étranglée. Donc voilà, il faut un peu se méfier. Donc je pense que il peut y avoir encore quelques éléments, parce qu'il y a encore une frange finalement d'investisseurs, mais bien sûr, il y aura des conséquences. Oui. D'accord. Donc on n'a pas vu encore toutes les conséquences de ce qui s'est passé autour du 2 avril et depuis, notamment sur le front de la guerre commerciale. Vos commentaires, votre analyse de ce rebond de marché, je trouve que le point sur les flux est intéressant aussi, Florian. Oui, absolument. Ce qu'on voit, nous, c'est on pense à ces situations comme la source d'une double incertitude. C'est-à-dire qu'au début, on a eu des effets balbutiants du 2 avril, 9 avril, les allers-retours, que le marché a vu comme une montée d'incertitude. Moi, en tant que corporate, que grande entreprise, comment est-ce que je vais gérer cette situation-là? Donc, on a vu vraiment une montée de l'incertitude qui a pesé sur le sentiment de marché. Ouais. Maintenant, on est face à un cadre qui a l'air assez bien établi. On a eu un deal en Grande-Bretagne, on a un deal avec la pseudo-deal avec la Chine, disons, appelons comme ça. On sait qu'il y a un taux plancher, à peu près 10%. On sait qu'il y a un taux plafond qui doit être pas très loin de 30%. C'est ce qu'on a appris, en tout cas, ces derniers jours. Et ça retire une part de l'incertitude. Et c'est ce qui peut aussi aider à alimenter cette remontée de marché et la vitesse à laquelle le marché est en train de remonter. Ça n'enlève pas la deuxième partie de l'incertitude, qui est ce que vous disiez, c'est-à-dire l'impact de ces mesures à moyen terme, notamment au T3, sur top line, bottom line. Alors, top line sera plutôt une problématique des actions monde, et bottom line, ce sera aussi une problématique des actions américaines. Et là, on va découvrir probablement dans les chiffres une situation peut-être moins glorieuse, en tout cas, que ce que le marché anticipe aujourd'hui. Pas les analystes, mais le marché lui-même. Aujourd'hui, si on fait le line-up, on doit se dire... Les marchés sont à peu près au niveau du début de l'année, voire en dessus du niveau du début de l'année. Les taux sont à peu près aussi élevés. Ouais. Pour justifier la valorisation des marchés aujourd'hui, on doit voir une progression des earnings supérieure à ce qu'elle était attendue en début d'année, 13% pour les actions américaines. Donc le marché s'est remis en position d'être déçu là. On a les taux qui sont 80 points de base plus bas qu'en début d'année, ce qui peut donner peut-être 3-4% de plus que notre point de départ, et avec un peu d'hubris, un peu de sentiment à différents types d'investisseurs qui rentrent sur le marché, on peut pousser un petit peu ces valorisations. Mais oui, on est aujourd'hui, c'est ce qu'on présente systématiquement à nos investisseurs, c'est le yield sur les actions américaines, c'est 4%, le yield sur les obligations américaines à 10 ans, c'est 4,5%, les taux cash aujourd'hui, c'est 4,3%. Ouais. Il est assez clair qu'il n'y a plus de prime de risque, il n'y a plus de compensation aujourd'hui pour le risque d'investissement que vous prenez. Si vous êtes investisseur professionnel, vous y êtes sensible. Si vous êtes investisseur privé, peut-être que vous y êtes moins sensible. J'entends. À quelle vitesse on va voir les dommages
que le marché a effacé assez rapidement, malgré tout. Le choc d'incertitude a été encaissé par le marché. Maintenant, il va falloir voir comment il se transmet à l'économie réelle, Florian. À quelle vitesse est-ce que tout ça va se transmettre? C'est très difficile à dire. On a vu le dernier rapport sur l'inflation hier, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que tout le monde a regardé. Personne n'a vu de stigmates encore dans ce rapport d'inflation d'avril aux États-Unis, des tarifs qui ont pourtant commencé à être appliqués à partir de ce mois-là. Où est l'inflation annoncée ? Il n'y a pour l'instant pas de choc d'inflation qui viennent de ces droits de douane. Alors, il y aura un surcroît d'inflation à venir dans les mois, dans les prochains mois, on va dire, les prochains trimestres. Mais tout ça est lissé par l'incertitude dans laquelle on vit. Il y a eu des phénomènes de restockage, de déstockage qui vont... Quelque chose de beaucoup plus diffus que ce qu'on pouvait craindre à un moment, alors. Ça n'est pas le Covid. Le Covid, on a pu couper le contact sur le moteur de l'économie et le rallumer, et on l'a lu quasiment avec un mois de décalage dans les chiffres économiques. Là, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il y a des phénomènes d'anticipation. Les entreprises ont aussi appris à vivre avec ce risque des droits de douane, parce qu'elles ont appris du premier mandat de Donald Trump. Donc aujourd'hui, les données qu'on appelle hard, c'est-à-dire les données qui sont globales, qui ne sont pas des données d'enquête, elles sont toujours bonnes, voire très bonnes. La saison du premier trimestre des résultats, elle est très bonne. La croissance des ventes surprend marginalement à la hausse, mais la croissance des earnings surprend à la hausse. On reste sur des niveaux de marge quand même très élevés aujourd'hui. Et en progression. Et en progression. Quels sont les enseignements pour vous, Aymeric, de cette séquence, alors qui va du choc de Liberation Day à l'effacement de ce choc en quelques semaines par les grands indices actions? Peut-être que sur le dollar et les taux, c'est un peu différent. Effectivement, on n'est pas tout à fait revenu non plus. Non, il y a plein de choses super intéressantes dans cette période, dans cette séquence qu'on vient de connaître. C'est que finalement, on pensait connaître, parce qu'on a eu un Trump 1, connaître les effets d'un Trump 2, mais finalement, on n'en est pas si loin. Parce qu'au final, on a un marché qui rebondit. On a un marché qui rebondit très vite, parce que le rebond, il est extrêmement rapide. La différence avec le Trump 2, c'est que comme on a eu un Trump 1, on connaît quand même un peu les effets, et au final, on est de plus en plus dans de l'immédiateté. Et c'est ça qui a un tout petit peu changé dans la perception des investisseurs. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de particuliers, je suis assez d'accord, qui sont plus réactifs par rapport aux institutionnels. Mais pour ça, on a des reprises qui sont plus rapides, plus fortes. Mais ça ne veut pas dire que ça change quoi que ce soit sur l'horizon de long terme par rapport à ce qu'on peut avoir en stratégie sur l'année 2025. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Là-dessus, on peut en débattre, mais pour le moment, ça ne se passe pas si mal. Là-dessus, les chiffres, l'inflation, en effet, elle n'est pas mauvaise. Ça se passe pas si mal, partant de 145% de tarifs sur la Chine, quoi. C'est ça la magie de Trump, quoi. C'est quand même de nous vendre un truc. Malheureusement, c'est du bruit. Oui. Malheureusement, c'est du bruit. Oui, c'est impactant parce que il a cette façon de communiquer qui lui est propre. Évidemment, c'est pas agréable quand on gère de l'argent pour des clients sur les marchés financiers. C'est évident que cette volatilité, ce surcroît de volatilité, il faut être capable de le gérer. L'anticiper, c'est impossible. Donc évidemment, c'est là où de se dire est-ce que c'est un rebond court terme, est-ce que c'est quelque chose qui va se poursuivre? C'est quasiment impossible de savoir si c'est un rebond du chat mort. Et derrière, demain, Trump nous dit finalement, non, les tarifs, j'avais dit 90 jours, je les passe à 30 jours. Il peut le faire. Et là, tout de suite, on a les marchés qui... Et puis 90 jours, ça arrive vite aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il se passe des choses dans les 90 jours. Il y a 2 fois 90 jours. Il y a les 90 jours du 8 avril, du 8 avril, et puis les nouveaux 90 jours pour la Chine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien malin celui qui peut percevoir les rebonds de très court terme et les effets de très court terme. Par contre, l'agilité, pour le coup, pour les gérants, peut être intéressant dans ces périodes-là. Parce que prendre les rebonds, refaire du cash, c'est intéressant pour les clients. Ça induit plus de mouvements dans les gestions, parce qu'il y a cette partie un peu tactique qui est dans l'allocation d'actifs qui permet de faire bouger son allocation à la marge, qui peut être productive. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a quand même des mouvements de marché qui sont un tout petit peu prédictibles pour le coup. On sait que quand les marchés décrochent assez fortement pour des raisons politiques uniquement, parce que ce ne sont pas des raisons économiques, mais quand c'est politique uniquement, historiquement, pour le moment, à chaque fois, ça se traduit
par un rebond rapide. Donc le buy the dip, comme on disait tout à l'heure, pour le coup, il peut exister dans ces scénarios-là, mais uniquement sur la partie tactique d'une gestion et d'une allocation d'actifs, pas sur l'allocation globale qui doit avoir son target beaucoup plus long en termes de visibilité pour l'investisseur. Et sur la partie stratégique, qu'est-ce que vous dites, Aymeric, chez Pergame? Il y a des dommages qui vont se matérialiser, qu'il va falloir quand même évaluer dans la macro, dans les résultats et les chiffres d'affaires d'entreprise. Oui et non, parce qu'au final, pour nous, dans ce qu'on regarde, c'est que les Américains ne peuvent pas se fâcher avec leurs banquiers. Il y a un moment donné, quand on a 7% de déficit, vous ne pouvez pas vous fâcher avec tous vos banquiers. Ou alors, il va falloir émettre de la monnaie, l'acheter vous-même, créer des fonds. Et c'est ce que fait le Japon depuis 30 ans. Mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas vous fâcher avec votre banquier premier, qui aujourd'hui, principalement, c'est la Chine. Donc inévitablement, ils vont négocier leurs tarifs. Ils vont essayer de faire le mieux qu'ils peuvent. Vous regardez ce matin chez les Chinois, ils disent on a gagné face aux Américains. Donc chacun dit ça, quoi. Oui, de toute façon, ça, oui. Clairement, ça va être ce jeu-là. Mais à la fin de la journée, les Américains, ils n'ont pas de choix. S'ils veulent réaliser de la croissance, s'ils veulent que les investissements soient productifs, il va falloir à un moment intervenir sur les taux. Parce qu'en plus, il n'y a pas forcément énormément d'inflation, donc la latitude, elle est donnée quand même à Powell, là, pour le coup, beaucoup plus facile. Pas d'inflation, jusqu'effectivement, à travers le mois d'avril, il n'y avait pas d'inflation. Pour le moment, il n'y en a pas. Là, le pétrole qui continue à être plutôt sur des niveaux bas. Je ne dis rien, mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de facteurs anti-baisse de taux qui sont avec un drapeau rouge, surtout pas, ne le faites pas. Donc c'est favorable quand même à l'investisseur et potentiellement aux porteurs obligataires et aux porteurs actions. Donc, ça milite quand même pour être constructif dans l'allocation d'actifs et donc pour le moment, rester investi et diminuer les parts qu'on peut avoir en épargne de court terme pour les investir sur les marchés, encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que quand on voit les taux, notamment aux États-Unis, encore à 4,5% sur le 10 ans, il faut en avoir un petit peu. Ça s'achète. Ça s'achète, parce que c'est des niveaux qui sont intéressants aujourd'hui pour l'investisseur. Donc, évidemment, ça peut aller plus haut, personne ne sait. Mais en tout cas, en attendant, le carry, le rendement, il est là et il fournit de la performance à l'investisseur. C'est ça qui est intéressant. La grande question pour l'investisseur aujourd'hui, c'est le dollar. Oui. Parce qu'au final, vous regardez le marché mondial des actions en dollars, il perd encore 4% cette année, pour le moment. Donc celui qui a investi simplement en actions américaines, il perd de l'argent. Même si on a eu un beau rebond du dollar, effectivement, là, sur une ou deux séances, on reste très en dessous pour l'indice dollar des niveaux qui prévalaient avant Liberation Day et même avant l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Le dollar, d'ailleurs, qui réagit de plus en plus à des bruits de négociations qui intègrent justement ce facteur taux de change. Là, c'était le cas aujourd'hui en provenance de Corée du Sud. Un ministre japonais également, là aussi il y a des négociations en cours avec les États-Unis, évoque l'idée que le taux de change fasse aussi partie de la négociation. On est en train de glisser du terrain commercial au terrain de la politique de change et de la politique de devise dans le cadre des discussions de l'administration Trump avec le reste du monde et notamment des pays d'Asie aujourd'hui, Florian ? Oui, les deux sont très liés en fait. Au sens où, lorsqu'on met en place des droits de douane sur une zone économique, on dégrade sa productivité. Quand la productivité se dégrade, généralement, votre monnaie, elle se met à un petit peu de l'aile, s'affaiblit. Pourquoi ? Parce que les rendements attendus à long terme vont se dégrader sur les différents actifs que vous proposez dans votre économie. Ça, c'est une dévalorisation de votre monnaie, disons, négative, c'est-à-dire que c'est pas très agréable pour l'économie sous-jacente. Ce qu'il est en train d'organiser, c'est l'équivalent plutôt positif, c'est-à-dire on négocie de façon à recevoir du soutien de la part de nos partenaires commerciaux pour ramener la valeur du dollar plus bas, ce qui va nous aider potentiellement à résorber une partie de notre déficit commercial avec ses partenaires commerciaux. Mais on est déjà dans l'accord de Mar-a-Lago, quoi. C'est son rêve. Ben oui, mais est-ce que c'est pas en train de se faire sous nos yeux, là, oui. Et de revivre cette magnifique photo avec les ministres des Finances des pays du G7. C'est son rêve, et simplement décalé en Floride. Disons que c'est une solution plus douce pour l'économie américaine que la solution où on met un taux effectif, un taux effectif moyen de 25% sur les droits à l'importation. Ça, c'est peut-être un petit peu violent dans l'ensemble. Il y a eu une prise en compte quand même du message des marchés. Les marchés actions ont dévissé. Il a été assez peu sensible à la baisse des marchés actions. Il a été davantage sensible à la remontée des taux, à des taux obligataires à 10 ans. C'est un peu ce qui a fait flancher probablement le plan numéro 1. On arrive dans le plan
plan numéro 2, on voit qu'il y a une séquence, on va dans une direction, un dollar plus faible. La difficulté qu'il a aujourd'hui, c'est que l'écart de taux court, il reste important. Il y a ce graphique, je pense, qui circule un peu partout, où on voit le dollar versus l'écart des taux courts. Dans l'ensemble, c'est le dernier facteur qui milite pour un dollar qui reste un peu plus fort que prévu. Là, il faudrait un petit coup de... Donc c'est Jérôme Powell qui est le dernier gardien du temple, là. Surtout qu'on ça transite par les taux courts. Donc c'est vraiment entre les mains de la Banque centrale le rapport sur l'inflation d'hier, avec une absence de progression de l'inflation sur les biens. Ça, c'est quand même un message qui est très important, parce que c'est par là que doit transiter cette inflation des tarifs. C'est un point, en tout cas, dans la direction de... La Fed pourrait peut-être rajouter une petite coche dans la case qui l'amènera un jour ou l'autre à continuer ses baisses de taux. Si tant est qu'il n'y ait pas de rupture de tendance de ce point de vue-là sur les prochains rapports, il y a peut-être encore 1 ou 2 rapports avant le prochain meeting de la Réserve fédérale américaine, c'est ça? Oui, absolument. Oui. Et sur les devises, oui, avec la Corée du Sud, avec Taïwan, avec le Japon, ça peut bien se passer, sans forcément imaginer le grand accord avec l'ensemble du G7, mais partenaire par partenaire, là, des partenaires stratégiques quand même dans la région pour les États-Unis. Oui, on peut obtenir des choses sur la politique de change. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet aux partenaires commerciaux des États-Unis d'arriver avec un élément de négociation. Sans ça, il va être difficile de forcer les entreprises de chaque pays à cesser de commercer ou à accélérer leurs échanges. On vit encore dans un monde relativement capitaliste. C'est difficile d'avoir une force de coercition qui permette de réduire ce déficit instantanément. Là, travailler avec la monnaie, c'est une approche potentiellement intelligente et ça donne des munitions, en tout cas, pour gérer activement ces négociations et ramener tout le monde à 10%. Dollar, tendance, plus bas. Plus bas, je pense. Vendre du dollar pour acheter du yen où il y a changement de politique monétaire ou de l'euro, ça coûte de l'argent par rapport au différentiel de taux. Et malgré tout, il y a eu cette dépréciation du dollar. Et en fait, je crois que la progression des dernières années du dollar, c'est vraiment la réallocation de l'épargne en faveur de l'US. Au-delà même, au-delà de tout. L'aspiration des flux de capitaux, quoi. Ouais. On avait un analyste qui nous montrait finalement les dernières progressions finalement des bourses et qui montrait américaines et qui montrait que c'est surtout en dehors des périodes de cotation américaines, c'est-à-dire que ça progressait. Mais fortement, c'est-à-dire que vraiment, et les marchés européens aussi, les investisseurs européens aussi, allaient investir sur la bourse américaine. Là, je crois qu'il y a peut-être quand même quelque chose qui s'est cassé là. Enfin, il ne faut jamais dire qu'il y a un nouveau monde, ça c'est un peu... Mais vraiment, il n'y a qu'à voir, auparavant dans le MSCI World, la part de l'US, qui était moins de 50%, et supérieure à 2/3, a vraiment progressé fortement. Et là, je pense vraiment que ça peut commencer à faire un peu machine arrière, et je pense que la dépréciation du dollar, si en plus le spread se réduisait, est à jouer. Bon. Enfin, me semble. Alors, la baisse de la proportion d'actifs américains, c'est monté à 70%, je crois, au sein du MSCI World. Ça se fait au profit de qui ? On espère un petit peu au niveau européen parce que les investisseurs européens achetaient beaucoup aussi de parties US. Donc ça peut se faire un peu. On était les premiers acheteurs, oui, bien sûr. Et de dettes américaines et d'actifs américains. On dit toujours finalement que les surperformances européennes durent 2-3 mois. C'est un peu même ce qu'on racontait là, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus fondamental. Ou au profit. Le cycle de baisse du dollar, ça ne dure pas 2-3 mois. Si c'est un cycle de baisse du dollar. De surperformance des marchés actions européens. J'entends. Non, là c'est long terme. En gros, dans les 30 ou 40 dernières années, le dollar, il a passé la moitié de son temps au-dessus de 1,20-1,25 et la moitié en dessous. C'est un peu la zone pivot. On peut imaginer ça. Et peut-être même aller au-delà. Mais voilà, faut être. Mais on a l'impression que sur un 10, c'est plutôt un 20-25. Ça devient assez consensuel, l'idée du cycle baissier du dollar. Maintenant, j'entends ça il y a partout. Oui, mais il y a des consensus qui fonctionnent aussi. Le consensus peut fonctionner un temps. Il n'y a pas de doute. Si c'est qu'on est peut-être aussi un peu dans des évaluations compétitives des monnaies. Et c'est là où aujourd'hui, ça va être bien très compliqué de savoir. Il faut savoir que les monnaies, les changes, c'est 99% d'échanges spéculatifs, 1% d'échanges physiques. Donc, pour les prévoir, c'est quand même l'une des classes d'actifs les plus complexes. Et surtout, pour qu'il y ait une monnaie qui baisse, il faut qu'il y en ait une autre souvent qui monte. Et je ne suis pas sûr qu'on ait des économies qui soient suffisamment fortes, et particulièrement l'euro, pour parler de l'euro-dollar par exemple, qui soient suffisamment forts pour monter en face. C'est pareil, Trump, pendant son premier mandat, il a voulu mettre des tarifs, mais sa monnaie elle a baissé d'autant. Donc au final, tous les tarifs qu'il a mis en place vis-à-vis de la Chine, les études ont montré que ça n'avait rien rapporté aux Américains.
Ouais, pardon, on se demande pourquoi il veut faire baisser sa devise d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est mettre la charrue avant. Ah bah oui, dans la séquence, oui. On voit bien, il y a aussi un accord qui a impossibilité de réindustrialisation réelle. Par rapport à ce qu'ils vendent à l'heure actuelle, c'est pas le change qui va modifier. Là, il est même peut-être en train de casser l'attractivité des États-Unis pour aspirer des capitaux nécessaires à la réindustrialisation. Il y a plein de boîtes qui commencent à dire. Je voyais une petite banque le régionale qui commence à dire non, nous pour investir, déployer des investissements aux États-Unis, il faut de la visibilité, de la stabilité. On n'a rien de tout ça aujourd'hui, donc aucun plan prévu et on évalue toutes nos options pour nos activités américaines aujourd'hui. Donc il y a aussi alors il y a des boîtes qui vont investir. Des boîtes qui viennent accélérer peut-être ou officialiser, marketer des plans de dépenses d'investissement aux États-Unis. Mais il y en a d'autres pour qui c'est pas clair du tout. Avec un tel niveau de chômage bas le retour des immigrés et une population qui est techniquement pas parfaitement au point. On construit une usine, qui est-ce qu'on met dedans, quoi. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est pour ça c'est pas gagné et c'est surtout, encore une fois, c'est très très dur de prévoir les monnaies. Il vaut beaucoup mieux aller investir parce qu'on a une conviction sur la zone, parce qu'on a conviction sur les entreprises ou un secteur d'activité, mais investir pour la monnaie, uniquement pour la monnaie, c'est rarement gagnant en fait en tout cas dans l'allocation d'actifs aujourd'hui. Mais moi j'ai toujours l'habitude de dire, ne sous-estimons pas le dollar. Il a une capacité à revivre et à repartir de l'avant qui peut être extrêmement rapide, surtout qu'encore une fois, quand il y a une monnaie qui monte, il y en a une autre qui baisse. Et je ne suis pas sûr, encore une fois, que l'Europe soit suffisamment forte pour justifier d'une monnaie forte. Et on le voit dans les discours, quand on voit les discours sur les négociations entre les États-Unis et l'Europe, ils disent toutes les zones, on va y arriver. La zone qui va être la plus complexe pour la négociation, c'est les Européens, parce qu'avant qu'ils arrivent à se mettre d'accord, et vu la présidence qu'on a actuellement, ça ne semble pas forcément gagner. Donc très clairement, ça ne va pas plaider pour une monnaie non plus très forte en euros face au dollar. Pour aller dans votre sens, c'est vrai qu'au moment du pire de la défiance américaine, le débat était vraiment, est-ce que ça peut être une baisse lente du dollar ou une baisse rapide, vraiment, et un des arguments, c'était qu'il n'y avait aucune devise pour prendre le relais. Ah bah bien sûr, réalité. Comme monnaie de réserve mondiale. C'est vraiment une dévaluation lente. Il n'y a pas... D'où la hausse du cours de l'or. Il faut pouvoir absorber une demande infinie quand on est une monnaie de réserve mondiale, et même l'euro aujourd'hui a peut-être pas les reins suffisamment solides pour absorber cette demande, remplacer la demande de dollars américains. Ça, la question sur le dollar, ça amène aussi la question de la prochaine séquence de l'administration Trump, et Scott Bessent s'exprime régulièrement là-dessus en disant il y a la guerre commerciale, guerre éclair, c'est ce qu'on comprend, il y a une vitesse dans le traitement de cette guerre commerciale qui laissera peut-être d'ailleurs des accords un peu flous, vides, etc. Mais la séquence suivante, c'est la séquence budgétaire et la séquence de dérégulation. Et c'est là où Trump est attendu avec un côté peut-être plus market-friendly, si je puis dire, Florian. C'était la séquence inverse de la première présidence. Très clair. On a eu d'abord les bonnes surprises, puis les mauvaises surprises lors de la première présidence. Là, on est exactement dans le sens inverse, mais il y a une raison pour laquelle on est dans le sens inverse, c'est qu'il y a un problème de financement du Trésor américain. Donc la première étape... Qui ne se posait pas en 2016. Exactement. 2017. C'est un enjeu fiscal. Avant tout, il faut arriver à financer la situation actuelle et en plus financer la fameuse baisse des taux d'imposition sur les entreprises américaines, le ramener de 21 à 15%, c'est-à-dire qu'il faut trouver à peu près 900 milliards de dollars. 900 milliards de dollars, mais qu'a dit, pas grand-chose. Et les tarifs ne serviront plus à ça. C'est-à-dire que le narratif tarif égale recette fédérale, il est en train, pas de tomber à l'eau, en tout cas de s'affaiblir. Voilà, il s'affaiblit seulement, mais à la base, il était peut-être possible d'en attendre 400 milliards, et là on serait plutôt à 280-300 milliards. On est en train de réduire effectivement la manne financière qui va venir de ces droits de douane. Il reste... Et le Doge n'a pas fait le boulot, ça patine, on a tous vu le truc. Et il reste évidemment l'imposition sur la fortune des... Il avait commencé par dire non, Trump. Récemment, il a plutôt dit oui. Oui, non, mais il avait commencé par dire non il y a encore 15 jours ou 3 semaines de ça, je me souviens très bien de ce qu'il avait dit. Taxer ou surtaxer les patrimoines les plus riches, rendez-vous compte, mesdames, messieurs, ça les fait fuir. Et après, ils ne reviennent pas. Donc parfois, il a quand même des éclairs de lucidité. Mais là, en l'occurrence, il va falloir trouver d'autres moyens de faire. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement de voir dans la séquence. Hier, on a un rapport sur l'inflation qui est meilleur qu'attendu, du point de vue de l'investissement, et néanmoins, les taux longs
aujourd'hui flirtent toujours avec 4,5%. Ouais. Alors, et c'est pas la peine, ne nous étonnons pas. C'est pas que les taux attendent une remontée de l'inflation dans les 3 prochains mois et sont extrêmement nerveux. C'est pas le sujet de la croissance nominale là, qui occupe les marchés obligataires. C'est les taux réels. On a toujours 2% de taux réels aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire que les taux réels sont égaux à la croissance potentielle. En Europe, on ne supporterait pas la pression qu'aujourd'hui l'économie américaine est en train de supporter. On a une vraie problématique fiscale aux États-Unis qui doit être réglée. Et surtout, en tant qu'investisseur, c'est-à-dire que si on veut de l'upside, si on veut justifier la valorisation actuelle, on sera ravi de gagner 6% de marge avec les impôts, avec la baisse d'impôts, avec les baisses d'impôts sur les sociétés. Maintenant, pour y arriver sans que ça vire au mini-budget Liz Truss, parce que ça peut virer au mini-budget Liz Truss, et là on aurait dollar down et les taux qui montent, ce serait une situation relativement délicate à gérer. Donc c'est pas forcément une situation qui amène des surprises automatiquement positives, quoi. Cette séquence budgétaire. Alors, quelque part l'engouement de Donald Trump versus ce que Scott Bessent peut faire en termes de réalisme, de réel politique. Et puis à côté de ça, la Fed est toujours là. S'il y a un problème de stabilité financière qu'avait fait la BOE et la Banque d'Angleterre lors du mini-budget, lors du mini-budget de Liz Truss, ils étaient intervenus et en dépit d'une inflation flambante, ils avaient réussi néanmoins à calmer le marché. Donc on a deux joueurs qui peuvent nous aider, c'est-à-dire Bessent, encore une fois, qui reste écouté par les marchés, qui reste apprécié par les marchés, je pense en tout cas, et Jérôme Powell. En face de ça, Donald Trump a très envie de délivrer ces bonnes nouvelles. Ah oui. Ça fait partie de ce pourquoi il a été élu, effectivement. Maîtriser l'inflation et apporter des baisses d'impôts aux Américains et si possible à ceux qui l'ont élu. Et la dérégulation des banques qui pourrait également apporter de la liquidité au marché des treasuries américaines. Il ne faut pas négliger ça. Il y a des textes de loi qui sont... Donc pour la plomberie, c'est bon, quoi, ça. Il y a un effet plomberie. Je pense qu'il ne vient pas nécessairement de Trump lui-même. Mais dans son cabinet, il y a des gens qui ont compris qu'il y a un problème de plomberie dans le système bancaire américain qui pourrait apporter de la liquidité sur les treasuries en les autorisant à détenir davantage de treasuries. Bon, on observe déjà beaucoup de défiance alors sur des maturités très courtes, mais autour du mois d'août, c'est ça, visiblement, la pression budgétaire, le plafond de la dette pourrait se matérialiser au cours du mois d'août. On a déjà des petits phénomènes de dislocation sur des parties de courbe très courtes, comme ça, sur des bills qui datent au mois d'août, quoi. Voilà. Un peu de l'Europe quand même, je veux bien qu'on redonne un petit peu les éléments face à ces risques américains qui perdurent. Est-ce que la situation européenne, alors avec toutes les failles de l'Europe, est-ce qu'on a quand même matière à se montrer un peu sous un jour un peu plus attractif pour les flux, justement, Jean-Jacques? Si déjà on investissait un peu plus dans nos propres marchés, théoriquement, la porte était un peu ouverte avec l'Europe, avec Merz, à une amélioration. Donc elle est toujours là, avec l'idée que la BCE devrait aller en dessous d'un taux au-dessous de son potentiel. Donc peut-être faire 1,5, un 3/4, enfin, qu'importe finalement le niveau. Donc sur le papier, oui, mais la bourse, elle a déjà pris une dizaine de pourcents face à des perspectives de gains, de résultats qui sont en deçà de ça. Et on arrive à des niveaux de valorisation qui sont un peu plus exigeants. Alors souvent, il y a une corrélation entre les niveaux de l'inflation et des multiples qui peuvent monter un peu. Donc si l'inflation se calme, et on dit qu'historiquement, si l'inflation est entre 1 et 2%, des taux entre 1 et 2%, c'est là où les multiples de valorisation sont le plus élevés. D'accord. Donc voilà, il y a ça. Mais il y a une histoire en 2026 qui se construit un peu, mais on a déjà mangé un peu en 2025 une partie de cette histoire. Donc oui, ça paraît plus équilibré. Mais de là à faire un marché unifié des capitaux, avoir des éléments qui vraiment redonnent un pouvoir même s'il y a une réelle nouvelle tentative. Il y a une tentative d'avancer et de franchir de nouvelles étapes. Fort dans tous voilà, donc ça représente un contre-pouvoir et une difficulté malgré tout. Donc ça a l'air d'être dans le bon sens, ça a l'air d'être constructif. Il n'y a pas de bulle en soi, mais il y a des niveaux, c'est pas particulièrement bon marché non plus, quoi. Donc il y a quelque chose qui se dessine, mais voilà, faut rester vigilant. C'est l'Europe, quoi. C'est l'Europe.
Bon, qu'est-ce qu'on fait sur le plan de l'investissement? Alors, je ne sais pas, il faut définir peut-être un peu les horizons, la partie tactique, la partie stratégique, mais comment on opère dans ces marchés et quel cap on se fixe là pour la suite aujourd'hui, Aymeric? Alors, je suis assez favorable. Là, pour le coup, c'est assez rare de parler de l'Europe en bien. Mais pour une fois, en théorie, c'est une opportunité un peu unique pour l'investisseur d'investir en Europe. C'est-à-dire, pour une fois, il y a un potentiel d'amélioration forte sur la construction européenne parce qu'il y a le dogmatisme allemand sur les déficits qui est en train de tomber. Et ça, c'est vraiment un énorme changement en théorie pour l'Europe. Parce qu'on va pouvoir enfin financer des projets. En plus, on a les Italiens qui supportent tous ces projets parce qu'il y a Mario Draghi derrière Meloni qui est là et qui pousse dans ce sens-là. Potentiellement, c'est extrêmement positif pour toute l'Union européenne si on arrive à le faire. C'est un vrai changement, un vrai changement de paradigme là pour le coup. Économiquement, il y a des moyens pour le faire. La Banque centrale est prête à accompagner les grands projets. Donc, pour une fois, en théorie, on est censé... Il y a des planètes qui sont alignées, je ne sais pas, mais moins désaxées que d'habitude, quoi. Si on prend de la hauteur et qu'on enlève le volet politique et des personnes qui dirigent... Oui, alors ça, c'est quand même... On met plutôt les ministres des Finances ou les banquiers centraux, on a plutôt tendance à dire que c'est un méga bull market pour l'investissement en Europe. Parce que les entreprises vont avoir des moyens de financement. Potentiellement, on a même parlé d'un gros mot qui était dérégulation un tout petit peu bancaire. Alors là, ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Enfin, moi, j'ai un peu du mal à y croire. Mais ça serait une très bonne nouvelle. Pas plus de régulation, en tout cas. En tout cas, si on arrête d'aller de l'avant sur la régulation, ça serait quand même un jour qu'on puisse imaginer être constructif. Et clairement, c'est extrêmement favorable, surtout quand on face aux États-Unis. On a un petit peu moins de visibilité, un stress, parce que ce qui a été marqué, on n'en a pas parlé, mais il y a une défiance vis-à-vis du peuple américain. C'est jamais allé aussi vite chez les investisseurs d'avoir une défiance aussi forte vis-à-vis de tout le continent américain. Enfin, la gouvernance des États-Unis, le casting pose problème. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en théorie, pour l'investisseur, repondérer et surpondérer la partie européenne se justifie. Et là, normalement, les institutions européennes, que ce soit la Commission européenne et la Banque centrale, devraient en profiter. Alors pour une fois, je ne suis pas un fan de la politique monétaire européenne depuis des années, mais là pour une fois, elle fait le job, elle continue, c'est très bien, et il faut qu'elle continue de manière active, parce que c'est donner de l'opportunisme, donner de l'opportunité à l'Europe d'être enfin sur le devant de la scène, prendre des grands travaux, que ce soit dans les infrastructures, dans l'énergie, et même si c'est entre guillemets avec les dogmatismes historiques des énergies renouvelables ou quoi que ce soit, il faut y aller, il faut oser, parce que c'est des périodes, des moments où il y a une porte qui s'est ouverte, qui est le dogmatisme allemand qui est en train d'ouvrir totalement la porte. Donc c'est unique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, potentiellement, il faut réinvestir en Europe pour le moment. Prendre des risques, je crois que si on doit résumer les 400 pages du rapport Draghi en 2 mots, c'est prendre des risques. Voilà. Sur la logique d'investissement, alors on n'a pas évoqué la Chine aussi, mais qui est une zone, en tout cas en termes d'action, qui a plutôt bien fait depuis le début de l'année. Comment on participe au marché qu'on essaye de décrire là, à ce stade aujourd'hui, Florian? Plus globalement. Oui. Où est-ce qu'on a envie d'être dans cette situation de marché là? Notre mantra d'investissement, c'est la gestion des risques. Avant même de commencer à regarder les rendements attendus, d'ailleurs ils sont positifs, les rendements en excès du cash sont positifs en Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, c'est ce qui va parfaitement dans votre sens. De notre côté, quand on se met à screener les risques, lorsqu'on se met à tenter de monitorer les différents risques qui composent notre portefeuille, dans l'ensemble, si on regarde juste les actions, les risques ont augmenté du côté Amérique et ont diminué en relatif évidemment du côté Europe et du côté émergent. Donc aujourd'hui, on observe dans les tendances de marché, évidemment, dans la volatilité relative et dans nos portefeuilles, un mouvement qui nous amène progressivement à désinvestir marginalement des États-Unis pour aller chercher des opportunités partout ailleurs, comme c'était le cas en 2022 avec le monde obligataire, où on a commencé à désinvestir des treasuries pour aller acheter des obligations chinoises, parce qu'en Chine, il n'y a pas d'inflation et les taux sont en train de baisser, alors qu'aux États-Unis, ils étaient en train de monter en vertu de la progression de l'inflation et des difficultés de financement qu'on évoquait. Alors, si la partie moins positive pour nous, évidemment, c'est que ce genre de baisse puis de remontée en forme de V, voire en forme de L,
elle est assez désagréable à traverser. Bon, aujourd'hui, on a une exposition de 105% au marché dans nos portefeuilles, sachant que notre régime de croisière est à 150 et que notre point bas était à peu près à 80% globalement. Donc c'est pas non plus voilà, un énorme accident de notre côté. Tout ce qu'on a vu, c'est une décélération du sentiment, une reprise de sentiment. Ici, c'est du bruit, comme vous le disiez. Il ne s'est rien passé de fondamental. Aujourd'hui, on est content d'être revenu dans le marché. On est content d'avoir réinvesti notamment en equities. Et surtout, on est très content d'avoir racheté du crédit. Parce que s'il y a un endroit dans le marché qu'on aime beaucoup, justement parce qu'on est tout le temps en train de regarder le rendement attendu. Et là, le buy the dip, il est pleinement valable dans le crédit, là. Et il s'est réellement produit, à vrai dire, cette semaine. C'est-à-dire que les yields ont commencé, les années ont commencé à baisser et là, les spreads de crédit ont commencé à se compresser de façon marquée uniquement cette semaine avec la désescalade de lundi, l'annonce de lundi de la désescalade entre États-Unis et Chine. Et ça, c'est un élément qui est intéressant parce que c'est rare qu'on ait un alignement de planète à la fois court terme et long terme. L'Europe, on s'interroge un peu peut-être à long terme, on se dit à court terme, il y a vraiment un joli alignement de planète notamment sur le high yield, c'est-à-dire sur les obligations qui sont dotées moins bien que triple B-. Là, on a des rendements qui sont élevés aujourd'hui, qui sont supérieurs au cash, avec un rendement attendu qui est supérieur à celui des actions. Et c'est vrai en Europe, c'est vrai en Asie, et c'est vrai aux États-Unis. Donc dans l'ensemble, quelque part, on a encore pour notre côté une préférence pour un actif qui a un risque moindre que les actions. Il faut rappeler quand même que les obligations ont un risque moindre que les actions, même à yield, et un rendement attendu plus élevé. Ça nous semble être relativement textbook. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'on a vu l'an dernier. On a vu des indices crédit à yield faire mieux que des indices actions, c'est ça, hein, sur l'ensemble de... Et vous avez en plus ce côté un peu all-weather, c'est-à-dire que si réellement il y a un accident de conjoncture, vous êtes compensé pour le risque, et deux, les taux des treasuries, les taux allemands, peuvent amortir. La partie taux peut amortir effectivement le choc. Logique d'investissement à ce stade, Jean-Jacques. Europe aussi, pas forcément, parce que politiquement ça peut se résoudre, mais les 2 dernières années, les investisseurs européens investissaient plus aux États-Unis qu'en Europe. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est pas seulement l'administration Trump, elle est peut-être le symbole de quelque chose, mais comme DeepSeek a pu l'être, même si à l'époque, on ne voyait pas tellement. C'est-à-dire que je pense que l'exceptionnalisme américain au moins est contesté. Donc dans ce cas-là, il y a une diversification un peu plus importante. Donc l'Europe, dans ce cas-là, oui. Peut-être même s'il n'y a pas tous les plans européens magnifiques qu'on imagine. Mais au moins, cette réallocation, je crois, portera. Après, sur les taux, là aussi, il me semble qu'il y aura un potentiel. On ne sait pas. Il y a vraiment une question de financement est-ce qu'il y aura des choses inimaginables de nouveau de la part des banques centrales sur des nouveaux plans pour vraiment favoriser cet investissement et que la partie longue rebaisse, et à ce moment-là, ça veut dire que l'obligataire doit rentrer également, je suis d'accord, dans les portefeuilles, et il peut y avoir aussi de nouveau une rotation vers des cycliques, vers les valeurs de croissance qui sont en ce moment relativement délaissées. Bon, on verra ce qu'il en est. Le seul geste qu'a fait Jérôme Powell pour l'instant, c'est d'avoir réduit encore un petit peu la réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine. On verra si le QT s'éteint effectivement prochainement, rapidement. Ce sera un signal important peut-être pour les marchés de treasuries. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jean-Jacques Friedman, Vega IS, Aymeric Didet, Pergam et Florian Yelpo, Lombardier IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières. Nous en parlons avec Benjamin Louvet, avec nous à distance, en visio, le directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Merci beaucoup d'être avec nous. Donald Trump est donc en visite dans le Golfe. L'occasion quand même de parler du pétrole et de revenir sur les annonces de l'OPEP+, le 3 avril dernier. Donc on était en pleine séquence tarifaire et au moment de Liberation Day, on avait également l'idée de libérer quelques barils supplémentaires au-delà de ce qui était prévu. 8 pays membres de l'OPEP, emmenés notamment par l'Arabie Saoudite, annonçaient début avril leur volonté de mettre 3 fois plus de barils, remettre sur le marché 3 fois plus de barils jour que prévu initialement, ce qui avait créé un petit choc sur les prix du pétrole. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce changement de stratégie de l'OPEP, Benjamin? Quels sont les objectifs poursuivis? Et est-ce que c'est, j'allais dire, gagnant-gagnant dans la relation entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'administration américaine de Donald Trump?
Bonsoir Grégoire. Alors, sur la décision de l'OPEP+, ce qui est important de noter, c'est qu'en réalité, la raison de cette hausse de la production, c'est une pression mise par l'Arabie Saoudite sur certains États membres qui ne respectent pas les quotas de production. On parle principalement de l'Irak et du Kazakhstan qui ne respectent pas leurs quotas, qui produisent au-dessus de la production qui leur est fixée. Et donc l'Arabie Saoudite commence un peu à s'impatienter. Je rappelle que l'Arabie Saoudite, au-delà des coupes qu'elle a faites dans le cadre de l'OPEP, a en plus daigné faire à titre personnel des coupes supplémentaires d'1 million de barils par jour. Et donc là, en fait, elle dit aux autres membres de l'OPEP, moi, je veux bien jouer mon rôle de stabilisateur sur ce marché et aider à ce que le prix du pétrole ne baisse pas trop dans un contexte où la demande a tendance à ralentir. Mais il faut que tout le monde joue le jeu parce que sinon, moi, Arabie Saoudite, je suis capable d'encaisser une baisse des cours du pétrole pendant quelques mois et des prix du pétrole faibles pendant quelques mois. Ça sera beaucoup moins simple pour vous. Donc c'est aussi un moyen de faire rentrer tout le monde dans le rang. Alors le problème, c'est que ça tombe à un moment, enfin c'est tombé à ce moment-là, à un moment qui n'était pas forcément très opportun, puisque on était déjà dans un contexte où avec le Liberation Day et les nouvelles taxes annoncées par Trump d'un côté, puis par la Chine en représailles, eh bien on avait une demande de pétrole, une croissance de la demande de pétrole qui était revue en baisse par toutes les agences qui s'intéressent au marché du pétrole, l'Agence internationale à l'énergie, l'OPEP et l'Agence américaine à l'énergie. Et donc tout ça a mis une pression assez forte sur le prix du pétrole. Il se trouve que depuis, on a eu un accord entre la Chine et les États-Unis qui a permis d'être un petit peu plus optimiste sur la croissance mondiale. On a vu hier un certain nombre de cabinets d'analyse remonter leurs prévisions de croissance sur l'Europe, sur la Chine. Et donc, ça devrait soutenir un peu la demande du prix du pétrole. Mais en faisant ce mouvement de remettre du pétrole sur le marché, l'Arabie Saoudite peut donner l'impression d'aider Donald Trump. Je rappelle que Donald Trump, au dernier forum de Davos, en visioconférence, avait demandé l'aide de l'Arabie Saoudite pour faire baisser les prix du pétrole. Le problème, Grégoire, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump se retrouve dans une situation un peu compliquée où les prix du pétrole ont tellement baissé qu'on arrive sur des niveaux où pour les producteurs de pétrole de schiste, c'est plus très intéressant de produire davantage. Et donc, on le voit bien dans le nombre de forages qui sont réalisés aux États-Unis, qui sont en baisse, et le nombre de forages gaz plus pétrole depuis le début de l'année sont au plus bas. Et il n'y a plus vraiment de volonté sur ces niveaux de prix des producteurs de pétrole de schiste d'augmenter leur production. Puis il y a un deuxième élément qui est problématique pour Donald Trump, c'est que la baisse des prix du pétrole vient contrarier un de ses plans qui est de faire baisser le déficit commercial américain. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 2015 et le développement du pétrole de schiste, la très forte augmentation de la production de pétrole aux États-Unis fait que aujourd'hui, les États-Unis sont exportateurs de pétrole. Et donc, ça va un peu à l'encontre de ces objectifs. Et puis, dernier point qui vient en plus encore compliquer la tâche de Donald Trump, les différentes taxes qu'il a pu mettre, notamment sur l'acier, ont entraîné un renchérissement des coûts de production pour les pétroliers de schiste. Et on se retrouve aujourd'hui donc avec des pétroliers de schiste qui n'ont pas vraiment vocation à augmenter leur production. Dernier point, Grégoire, sur un peu plus long terme, un élément intéressant, dans les conférences sur le pétrole qui ont lieu en ce moment, on commence à trouver des membres des producteurs de pétrole de schiste, notamment Harold Hamm, qui est une figure emblématique de ce secteur et qui est très proche de Donald Trump, qui commence à évoquer publiquement le fait que le pétrole de schiste pourrait atteindre son pic de production quelque part entre 2027 et 2030, c'est-à-dire très bientôt. Et il ne faut pas oublier que c'est grâce à ce pétrole de schiste qu'on a réussi à absorber la hausse de la demande depuis 2008. Sinon, sur le reste de la production, on est plutôt sur un plateau. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait rentrer dans une période qui pourrait commencer à devenir compliquée, à moins qu'on accélère sur la transition énergétique. Bon, sur le front de la guerre commerciale, alors il y a plein de sujets qui s'entremêlent, mais on a compris que c'était une guerre des ressources en général pour Donald Trump. Les métaux industriels, alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'on attend des résultats d'enquête du Trésor américain, par exemple, sur le cuivre, qui pourrait donner lieu à des tarifs peut-être spécifiques, comme on les met régulièrement sur l'acier et l'aluminium, qui sont toujours, j'allais dire, les usual suspects dans ces guerres commerciales. Et puis, il y a bien sûr la question des métaux critiques. Est-ce qu'on a idée, dans le cadre de négociations entre les États-Unis et la Chine, de ce qui peut s'arranger sur la question des métaux critiques et des exports de métaux critiques par la Chine ? Alors, la première chose, Grégoire, à noter, c'est que vous avez raison,
les métaux critiques sont aujourd'hui une des principales préoccupations de Donald Trump. Juste un chiffre, hein, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, il a pris 145 décrets sur tous les sujets. Hein, ça va de la religion au wokisme, en passant par les produits pharmaceutiques. Eh bien, au milieu de ces 145 décrets, les produits qui sont le plus cités et qui concernent le plus de décrets, ce sont les métaux, avec 8 décrets pris depuis sa prise de pouvoir. Et il y a aussi un autre changement intéressant à noter, c'est que dans un des premiers décrets qu'il a pris, juste après son investiture, le 20 janvier, il y a une définition de l'énergie qui est donnée, et dans la définition de l'énergie, on inclut les métaux critiques. C'est un profond changement. Donc maintenant, dès qu'on parle d'énergie aux États-Unis, il y a eu un ministère de la domination énergétique qui a été créé, un comité de la domination énergétique qui a été créé, et il inclut les métaux. Ça montre bien l'importance de ce sujet. Mais ce sujet, on le voit aussi dans son importance, effectivement, parce que c'est sans doute une des explications de la reculade et entre guillemets de la baisse des tensions entre la Chine et les États-Unis. Il ne faut pas oublier que quand Donald Trump a mis ses taxes en place sur la Chine a répondu par des taxes, mais elle a aussi répondu à côté par une mesure toute simple qui consistait à mettre en place des licences d'exportation, c'est-à-dire tout bonnement suspendre les exportations de 7 terres rares lourdes dont elle produit ou elle raffine 99% de la production mondiale. Sans ces terres rares lourdes, vous ne faites pas de semi-conducteurs, vous ne faites pas d'éoliennes, vous ne faites pas de panneaux solaires, vous ne faites pas vous ne faites pas de voitures électriques, vous ne faites pas d'avions de chasse, vous ne faites pas de sous-marins. Donc c'est vraiment un vrai sujet pour Donald Trump. Ce qui est étonnant, c'est que pour l'instant, dans le cadre des annonces qui ont été faites ce week-end après les négociations entre la Chine et les États-Unis, il a été fait mention que toutes les contre-mesures non financières entre la Chine et les États-Unis seraient enlevées, mais la mise en place de licences d'exportation sur les terres rares n'a pas été présentée comme une contre-mesure. Et on n'arrive pas à savoir aujourd'hui si cette mesure est levée ou pas. Mais Trump est clairement dans une situation où les métaux sont une vraie préoccupation. Donc on l'a dit, il les a inclus dans les énergies. Il a passé un décret pour accélérer l'obtention des permis aux États-Unis pour les groupes miniers. Il a passé un décret qui fait scandale, où il autorise les groupes miniers à aller explorer les fonds marins pour aller chercher des nodules polymétalliques, ce qui serait une catastrophe écologique. Mais il a également mis en place, vous avez raison de le mentionner, une enquête dite section 232 de l'accord sur le commerce, qui vise à voir si le commerce sur un métal comme le cuivre est correctement organisé au niveau mondial, ou si les Américains subissent des pressions anormales. Et donc, il est envisagé possiblement de mettre des taxes sur les importations de cuivre aux États-Unis, ce qui a complètement désorganisé le marché du cuivre au niveau mondial. Mais on en a peu parlé. À la suite de ce décret lançant une enquête section 232 sur le cuivre, il a lancé une enquête sur l'ensemble, section 232, sur l'ensemble des technologies relatives au traitement des métaux critiques. Donc ça pourrait être beaucoup plus vaste que ça. Bref, on le voit bien, les métaux sont aujourd'hui au centre de la politique de Donald Trump, et c'est clairement un des talons d'Achille majeurs de l'administration américaine. Trouve de quelle manière dans les prix de ces métaux aujourd'hui, Benjamin ? Alors pour l'instant, on le retrouve à la marge, parce que la mise en place des barrières douanières a fait craindre un ralentissement économique, qui a donc fait craindre un ralentissement de la consommation de métaux. Il faut bien comprendre que le prix des métaux, contrairement au prix des actions ou des obligations qui embarquent l'avenir de l'entreprise avec l'actualisation des flux futurs dans la valeur des actions ou des obligations, le prix d'une matière première, il est fixé spot, c'est-à-dire en fonction de l'équilibre instantané entre l'offre et la demande. Donc, tant que les tensions ne se matérialisent pas, les prix tardent à monter. Mais plus ils tardent à monter, moins il y a d'investissement dans le secteur minier, et donc plus la hausse derrière risque d'être importante. D'où la nervosité, je pense, qui est en train de gagner un petit peu le président américain. Il ne faut pas oublier une chose, Grégoire, c'est que le plus gros consommateur de métaux dans le monde, c'est la Chine. Hein, et l'Asie du Sud-Est, dans son ensemble, consomme 70% des métaux de la planète. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il semble que la Chine ait une volonté d'accélérer sa transition énergétique, qui est le principal pôle d'augmentation de la consommation de métaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, vous avez eu la Russie qui a envahi l'Ukraine, et je pense qu'à ce moment-là, les Chinois ont fait la liste de leurs forces et de leurs faiblesses. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'une de leurs grosses faiblesses, c'est que sur l'énergie, eh bien, ils étaient encore très dépendants de l'étranger, et que s'ils voulaient avoir une force de négociation importante dans un monde qui se déglobalise, eh bien, l'indépendance énergétique est extrêmement importante. Et depuis, ils ont
considérablement accéléré sur leur transition énergétique. Ils ont installé 65% des panneaux solaires installés l'année dernière ont été installés en Chine, 50% des éoliennes, 60% des véhicules électriques vendus dans le monde ont été vendus en Chine. Il y a une vraie volonté, et cette volonté d'accélération, on la retrouve encore cette année. Et ça, c'est le principal moteur probable de la hausse de la demande sur les métaux. Donc on ne la retrouve pas aujourd'hui, ce qui est plutôt intéressant pour les investisseurs, parce que si elle n'est pas encore dans les prix, c'est qu'elle peut venir dans les années qui viennent. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sur Be Smart for Change.